Un propriétaire dans la tourmente, des Sixers qui n'ont pas besoin de Simmons pour gagner et un point sur nos petits Frenchies, voici le programme de cette vidéo récap de la 3e semaine de compétition à NBA. Mais avant qu'on se lance, c'est le moment pour vous de soutenir cette chaîne et de vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à mes autres réseaux comme Twitter, Insta et TikTok. Après plusieurs saisons dans les bas-fonds de la NBA et une reconstruction plutôt compliquée, les choses avaient pris une tournure beaucoup plus joyeuse pour les Phoenix Suns qui ont fait une des ascensions les plus rapides de l'histoire en passant en 2 ans de la dernière place en 2019 à finaliste NBA en 2021. Ceci grâce notamment à l'explosion de Devin Booker, l'ajout du point guard Chris Paul et un effectif construit de manière très intelligente entre des très bons vétérans et des jeunes prometteurs. Et alors qu'on pensait que les Suns étaient devenus le nouveau modèle à suivre pour réussir en NBA, voilà qu'une bien sombre affaire vient ternir le tableau. C'est une véritable bombe qui a explosé cette semaine en NBA suite à un dossier d'investigation du journaliste d'ESPN, Baxter Holmes, dans lequel le propriétaire des Suns, Robert Sarver, est décrit comme étant raciste, sexiste et misogyne, créant une ambiance de travail très toxique au sein de la franchise de l'Arizona. La NBA a ouvert une enquête pour en savoir plus, mais la situation est vraiment délicate puisque la ligue laisse rarement passer ce genre de choses qui portent vraiment atteinte à son image. Parce que oui, même si je doute pas que la ligue est bien évidemment préoccupée par le bien-être de ses employés, c'est bien la mauvaise image de marque auprès de ses annonceurs qui va les pousser à agir. J'ai du mal à croire que ce genre de choses ne se sache pas un petit peu quand même au sein de la ligue, surtout que Robert Sarver est en place à Phoenix depuis 17 ans et que le journaliste Baxter Holmes a lui réussi à réunir des témoignages accablants de plus de 70 employés qui ont bossé pour les Suns. Du coup, et c'est que mon avis, mais je pense que la NBA fermait quand même un petit peu les yeux sur ce sujet tant que c'était pas hyper médiatisé et que maintenant que ça explose, ils vont enquêter et prendre les mesures qu'il faut pour ne pas que ça porte trop atteinte à leur business. C'est difficile pour le moment d'anticiper ce qu'ils vont faire, mais si on regarde les derniers cas de ce genre, on a 2 exemples plutôt récents. Le premier, c'est celui des Mavs, où c'est l'organisation entière qui avait été accusée en 2018 de misogynie. La NBA s'était immiscée dans cette affaire avec une enquête et avait négocié avec le propriétaire Mark Cuban la mise en place de mesures pour améliorer les conditions de travail au sein de la franchise. Mark Cuban avait dû verser 10 millions de dollars à des associations de défense des femmes face aux violences et aux inégalités. La NBA a également demandé aux Mavs d'engager plus de femmes pour assurer une meilleure parité au sein de la franchise, ainsi que des ateliers de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement pour tous les employés. Les Mavs ont également engagé Cynthia Marshall au poste de CEO, qui est du coup devenue la première femme afro-américaine à occuper ce poste en NBA. Des sanctions plutôt clémentes et accompagnatrices dans le changement donc, mais je pense pas que Robert Sarver bénéficiera d'une telle compréhension. La principale différence avec les Mavs est que les plaintes étaient dirigées globalement contre le management de la franchise et contre des personnes qui ne faisaient plus forcément partie de l'organisation. Et surtout, les plaintes ne pointaient pas directement Mark Cuban lui-même, ce qui fait une grosse différence avec Sarver. Son cas est donc plus proche de notre deuxième exemple, celui de Donald Sterling, propriétaire des Clippers de 1981 à 2014. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Sterling avait eu des propos racistes envers les Afro-Américains, reprochant notamment à sa maîtresse de s'être affiché sur les réseaux sociaux aux côtés de Magic Johnson. Ça avait fait un énorme tollé dans la NBA et avait provoqué une réaction quasi instantanée d'Adam Silver, qui n'avait pas fait dans le détail et avait banni à vie Donald Sterling de la NBA, le forçant ainsi à vendre sa franchise. Une sanction inédite dans l'histoire de la ligue que Sterling a d'abord voulu combattre devant la justice. Il s'est finalement ravisé et a accepté de vendre les Clippers à Steve Ballmer pour 2 milliards de dollars. Bref, ça va être très intéressant de suivre ce que la NBA va faire dans cette nouvelle affaire de propriétaire borderline. Chris Paul, lui, doit avoir un air de déjà-vu puisqu'il faisait déjà partie de cette équipe des Clippers lorsque Sterling avait été banni. Allez, on continue notre focus sur les Suns, mais on va cette fois-ci parler du terrain. Après un début de saison plutôt raté et un bilan de 1 victoire pour 3 défaites, les Suns viennent de signer 4 victoires d'affilée, les remettant dans le droit chemin dans la conférence Ouest. Chris Paul, quant à lui, continue de mettre de l'ordre dans le jeu de Phoenix et de distribuer les caviars à tout le monde, puisqu'il est l'actuel meilleur passeur de la NBA avec 12,1 passes par match. Mais ça, c'est plutôt la routine pour lui. Non, ce qui est à souligner pour lui, c'est plutôt ses derniers accomplissements all-time. Il est depuis peu le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir inscrit plus de 20 000 points en carrière, tout en distribuant plus de 10 000 passes, ce qui montre bien la régularité du point guard à la passe, mais aussi au scoring également. Et cette semaine, il a encore un peu plus marqué l'histoire de la ligue en dépassant Mark Jackson et Steve Nash au classement all-time des meilleurs passeurs. Il est maintenant sur le podium à la 3e place, derrière Jason Kidd et l'indétrônable John Stockton. Kidd, lui, a 12 091 passes. En imaginant que Chris Paul reste sur une moyenne de 10 passes par match et qu'il arrive à jouer 70 matchs par saison, il lui faudra 2 saisons et demie pour le dépasser. Chris Paul, il a déjà 36 ans, mais son contrat avec les Suns doit durer 4 ans.
peut donc tout à fait dépasser Jason Kidd et finir comme le deuxième meilleur passeur de tous les temps. La première place de Stockton semble elle par contre inatteignable puisqu'il lui faudrait 7,8 saisons avec les hypothèses données avant, ce qui fait quand même un petit peu beaucoup. Avec tout le drama autour de Ben Simmons qui a secoué Philly cet été et qui secoue encore pas mal Philly aujourd'hui, je les voyais vraiment pas prendre un aussi bon départ en ce début de saison. Pourtant, au bout de 10 matchs, c'est bien eux qui sont en tête de la conférence Est avec 8 victoires pour seulement 2 défaites. Pourtant, Joel Embiid ne fait pas un début de saison, c'est pas mauvais, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas les stats de MVP qu'il a envoyé l'année dernière. Pour l'instant, il en est à 21,4 points, 9,4 rebonds et 4 passes à seulement 43% au shoot, alors qu'il était à plus de 51% l'année dernière. Par contre, il se rattrape en étant plutôt adroit à 3 points avec 39,4% de réussite. Mais Philly joue bien et c'est tout le collectif qui répond présent avec 7 joueurs de la rotation qui tournent à plus de 10 points de moyenne. C'est vraiment impressionnant. C'est d'ailleurs la seule équipe de la ligue avec les Cavs de Cleveland à réussir cet exploit collectif. Les Sixers ont le meilleur offensive rating de la ligue avec 115,4, ils ont le meilleur pourcentage au tir ainsi que le meilleur pourcentage à 3 points. C'est notamment dû à l'excellent début de saison de Seth Curry qu'on ne peut décidément plus uniquement appeler le frère de Stephen Curry tellement il se fait son propre nom dans la ligue. Il est chaud bouillant en ce début de saison, notamment à 3 points où il en est à 50% en shootant plus de 5 fois par match. Les autres artilleurs de l'équipe ne sont pas en reste avec Furkan Korkmaz, George Niang et Danny Green qui shootent tous à plus de 40% à 3 points. Même si l'échantillon de match est faible, on voit bien qu'une équipe de shooters autour de Joel Embiid est plus équilibrée que quand Simmons est sur le terrain. Même si son remplaçant Tyrese Maxey n'est pas un vrai spécialiste. Et s'ils arrivent à récupérer un meneur All-Star qui a un bon shoot, ils vont vraiment causer fort chez les prétendants. Ce bon début de saison de leur part a également permis à Doc Rivers de devenir le 10e coach de l'histoire de la ligue à franchir la barre des 1000 victoires en carrière. Ce classement étant mené par Don Nelson et ses 1335 victoires. Après une dizaine de matchs, il est temps de faire le point sur nos petits Frenchies en NBA, et il y a du bon et du beaucoup moins bon. Le bon vient de nos anciens, qui sont des valeurs sûres et qui ont trouvé depuis longtemps leur place dans la ligue. Rudy et le Jazz font un bon début de saison. Rudy est notamment sur de très bonnes bases statistiques, avec 15,2 points par match, mais surtout avec 16,1 rebonds, ce qui représenterait le meilleur total de rebonds depuis 27 ans et les 16,8 rebonds par match de Dennis Rodman. Bon, il y a un certain Danny Fortson qui avait fait une saison à 16,3 rebonds en 2000-2001 aussi, mais il n'avait joué que 6 matchs sur la saison donc je me suis permis de pas le compter. De toute manière, les saisons régulières de Rudy, on commence à les connaître et on l'attend surtout en play-off pour essayer de passer un cap avec le Jazz. Evan lui est arrivé dans une nouvelle équipe et son intégration se passe plutôt bien. Il avait démarré pied au plancher comme on l'avait vu dans une de mes précédentes vidéos avec un premier match d'anthologie à 32 points dans une victoire en double overtime contre les Celtics. Depuis, Evan et les Knicks sont un petit peu rentrés dans le rang. Evan tourne à 15,3 points par match et les Knicks sont actuellement 7e à l'Est alors qu'ils occupaient la première place encore en début de semaine. Il va donc falloir se reprendre pour les Knicks qui ont de très grosses ambitions pour cette saison. De son côté, Batum a retrouvé son rôle de glue guy et continue d'apporter aux Clippers sa polyvalence et son énergie. Son temps de jeu a augmenté en l'absence de Kawhi et sa production de 10,9 points par match en shootant à 41,7% à 3 points fait beaucoup de bien aux Clippers qui sont sur 4 victoires d'affilée. Après un début de carrière très compliqué à New York et de sérieux doutes sur son futur au sein de la ligue, Frank Ntilikina a finalement trouvé une place dans le roster de Dallas et après avoir pas mal ciré le banc sur les premiers matchs, il a pu bénéficier d'un peu de temps de jeu suite à la blessure de Trey Burke. Et il a plutôt bien saisi sa chance puisqu'il a pu apporter pas mal de défense sur le poste 1. Il est encore très inconsistant au shoot où on lui demande simplement d'être un spot-up shooter, mais au moins il n'a pas peur de les prendre. Il joue en moyenne 13,6 minutes par match pour 4,8 points. C'est pas énorme, mais c'est un bon début pour un joueur qui a failli se retrouver en Europe cet été. On sait qu'il peut défendre, mais s'il veut espérer augmenter un peu son temps de jeu et son rôle, va falloir augmenter son pourcentage à 3 points qui est pour l'instant de 28,6% et c'est bien trop peu pour un joueur à son poste. Après une saison rookie très compliquée pour Killian Hayes, sa saison sophomore est pour le moment assez compliquée également. Elle avait très mal démarré même avec notamment 2 premiers matchs à 0 et 2 points. Depuis, ça va un peu mieux et il trouve peu à peu ses marques. Le premier choix de la draft, Cade Cunningham, a fait ses débuts récemment et ça va enlever pas mal de pression des épaules de Killian et surtout lui offrir beaucoup d'espace. Ses pourcentages ont été plutôt bons sur ces 2 derniers matchs, mais il va falloir qu'il soit un peu plus agressif parce que la NBA c'est une ligue où il faut scorer. Pour le moment, il en est à 6,3 points par match, ce qui n'est pas assez pour un gars drafté aussi haut que lui. Les Pistons sont une équipe très faible et il faut qu'il soit plus impactant. Il a le temps bien sûr, il a que 20 ans, mais on sait que les opportunités en NBA s'envolent parfois très vite, donc ça serait bien de tout de suite montrer que c'est lui le mec qu'il faut à côté de Cade Cunningham. Il en a les capacités en plus, donc il n'y a plus qu'à.
Pour Théo Maledon par contre, c'est le cas complètement inverse de celui de Killian Hayes. Il avait réalisé une saison rookie super solide du côté du Thunder, et cette année c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il a perdu sa place de titulaire au profit du rookie australien Josh Giddey, et ça a apparemment bien entamé sa confiance et sa production. Il est passé de 10,1 points par match en 27 minutes l'année dernière à seulement 2,2 points par match en 14,2 minutes cette année. Cette chute statistique est très inquiétante pour lui, d'autant plus que le Thunder est une équipe de fond de classement avec que des jeunes, et donc s'il n'arrive pas à avoir sa place dans cette équipe-là, c'est difficile de penser qu'il pourrait s'en faire une dans une autre équipe. Ses pourcentages sont pour le moment catastrophiques avec 20,6% au shoot, dont 13,6% à 3 points. Honnêtement, avec des pourcentages comme ça, son temps de jeu ne va pas s'améliorer. L'année dernière, il passait beaucoup de minutes en tant que ball handler, alors que cette année, on lui demande simplement d'attendre dans le corner et il n'est plus vraiment impliqué dans les systèmes. Je pense que sa confiance a pris un sacré coup au moral et son temps de jeu, il va falloir qu'il le gratte en améliorant ses pourcentages. Je suis plutôt inquiet pour lui, surtout qu'il n'a pas mis le moindre point dans les 3 seules victoires de son équipe cette année. On croise évidemment les doigts pour lui, il n'a que 20 ans, mais comme je viens de le dire pour Kylian, les opportunités s'envolent très vite en NBA. On va passer un petit peu plus vite sur les Français restants en NBA. Sekou, qui n'avait pas encore joué de la saison, a enfin eu le droit de mettre les pieds sur le parquet avec les Lakers, grâce notamment à quelques blessures. Il a fait un très bon match en scorant 10 points en 8 minutes. Il faut qu'il en profite à chaque fois qu'on lui donne l'opportunité, parce que je suis pas sûr qu'il aura du temps de jeu une fois que les mecs blessés seront de retour. Surtout que les Lakers sont en galère, ils ont besoin de gagner et n'ont pas vraiment le temps pour le développer. Timothé Luwawu-Cabarrot est passé d'un bon joueur de rotation à Brooklyn à un vrai chauffeur de banc à Atlanta. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'arrive pas à se faire une place en NBA, parce qu'à chaque fois qu'on lui a donné des minutes, il a toujours été un bon joueur de banc. Mais bon, on va voir s'il aura un peu plus de chance cette saison, mais c'est compliqué en ce moment pour lui. Pareil pour les 3 derniers Français qui sont en NBA, Petre Corneli, Killian Tilly et Joel Ayayi, qui n'ont presque pas foulé les parquets, donc il n'y a pas grand chose à dire sur eux pour le moment. Et puis pour finir cette vidéo, la petite cerise sur le gâteau, on va se refaire pour le plaisir des yeux le buzzer beater incroyable de Luka Doncic contre les Celtics. Un step back à 3 points très contesté comme il en a le secret, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste du très haut niveau de basketball. Voilà donc pour cette 3e semaine de compétition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!